Bienvenue à tous. On va parler peut-être un peu moins politique, encore que, et peut-être un petit peu plus business. On est dans une ère quand même où c'est un truisme de dire que la digitalisation a tout changé dans les médias. On le vit depuis des années. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que même la publicité digitale aujourd'hui est elle-même traversée par une révolution et par un changement structurel qui est la disparition des cookies et donc la difficulté qu'il va y avoir à traquer les internautes. Et là, il y a peut-être, et même certainement pour le média communication extérieure, une carte à jouer. Isabelle, je crois que vous avez un... Oui, tu as raison, Frédéric. On va se tutoyer, parce qu'après tout, oui, tout le monde sait qu'on se tutoie. On se connaît quand même depuis assez longtemps, donc je me permets de te tutoyer. Ce qui est vrai, c'est qu'après le Big Bang milieu des années 90, l'arrivée de l'iPhone en 2007, le développement absolument incroyable, il faut le dire, de ce digital web qui a atteint quasiment dans toute la sphère, on va dire, occidentale, largement, a dépassé les 50% des investissements médias et dans certains pays, vous le savez, 70%. On pourrait se dire ce vieux média, et merci Raphaël d'avoir partagé cette photo de Pompéi, parce que on a parlé du religieux, du politique à Pompéi, mais il y avait aussi les marques, puisqu'on pouvait trouver l'adresse du fast-food local, de la maison de plaisir, etc., etc. Et cette publicité permanente à Pompéi, moi, elle m'émeut toujours quand je visite cette ville. En tout cas, on aurait pu se dire, ce vieux média qui existait du temps des Égyptiens et finalement dans l'Italie antique, qu'est-ce qu'il a à faire à ce moment particulier du marché publicitaire? Eh bien, en fait, c'est un média qui, grâce à la digitalisation, retrouve une nouvelle ère, rentre dans une ère qui le transforme de média froid en média chaud, mais sans perdre aucune de ses forces vitales qui sous-tend ce média depuis toujours. Et d'ailleurs, ce sont des forces qui sont plutôt en accroissement. Nous sommes plus solides que nous n'étions parce que nous avons des audiences qui se déploient. Tous les médias ne peuvent pas le dire. Nous avons des habitudes de déplacement qui font que nous passons de plus en plus de temps en dehors de nos domiciles respectifs. Et ça, c'est une chance pour ce média. Et puis, ce média, c'est aujourd'hui allié la dimension, effectivement, puissance, tu en as parlé, on en reparlera, et bien sûr, contextualisation. Donc, des atouts extraordinaires, une dynamique à l'heure où, non seulement, tu en as parlé, c'est la fin du monde des cookies, mais c'est aussi un moment où des questions, enfin sérieuses, politiques, dans le noble sens du terme, se posent sur les réseaux sociaux. Sur ce qu'ils font à nos sociétés, sur cette archipélisation que décrivait Raphaël. Nous sommes le média du voir ensemble, consommé de façon collective, un média fortement populaire dans le très noble sens du terme, et je pense que c'est une fierté de notre profession. Alors, on le dit, c'est un média, tu viens de le dire, Isabelle, un média qui s'est modernisé extraordinairement avec, lui, la digitalisation. Et il a aussi, oui, Boutena, tu peux prendre le micro, parce que c'est effectivement avec toi qu'on va parler. Il a aussi acquis cette capacité à s'adapter grâce au programmatique, et puis à se faire mesurer de manière un peu très précise, qui a longtemps été un petit peu sa faiblesse. Oui, absolument. Je ne sais pas s'il fonctionne. Si, oui, il fonctionne. Voilà. Oui, absolument. Je rejoins complètement Isabelle sur à la fois ce média, il gagne énormément en puissance dans le temps. On l'a vu, c'est le média qui n'est pas fragmenté. Les autres le sont de plus en plus et on échappe à cette logique de bulle, de filtre qui existe dans d'autres univers. C'est aussi un média par rapport à d'autres, où le digital a apporté une force considérable, là où d'autres médias traditionnels ont plutôt été cannibalisés par le digital. Et puis, le point très important ces dernières années, en particulier, c'est la capacité de ce média à innover et notamment à s'appuyer beaucoup sur la donnée pour à la fois être plus en capacité de cibler et être en capacité de mesurer l'efficacité. Et peut-être pour prendre quelques exemples de ce qu'on a pu faire justement chez Clear Channel à ce titre-là, on renforce en fait notre expertise à 3 endroits sur ces sujets de data et d'efficacité.
C'est d'abord sur le fait de qualifier nos inventaires. Et donc, on travaille, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années chez Clear Channel, et on renforce cette approche-là de qualifier les inventaires sur la base de 600 critères socio-comportementaux, parce que les comportements des citoyens évoluent beaucoup, et les marques ont besoin de savoir à qui elles s'adressent et comment par rapport à des appétences ou des choix et des comportements des citoyens. Alors, ça peut être y compris justement la manière dont les consommateurs consomment les médias, par exemple, ou quelle est leur mobilité. C'est des points qui sont importants dans la manière dont les marques peuvent s'adresser à leurs audiences. Il y a un deuxième point qui est très important, sur lequel on a beaucoup travaillé, qui rejoint cette idée d'efficacité, c'est celui de l'audience garantie. En DOH, le digital permet de faire des choses incroyables, et on lance une audience garantie DOH dans les malls, en partenariat avec Quantaflow. Et là, l'idée, c'est de pouvoir affiner notre compréhension des quelques 20 millions de visiteurs qu'on a dans les centres commerciaux par semaine, et de pouvoir garantir à la marque qu'elle va pouvoir toucher cette audience-là. Et le principe, il est très simple. Il consiste à dire, on a des fréquentations estimées, bien évidemment, sur laquelle on bâtit des campagnes. Et bien, on va comparer une fréquentation réelle par jour, par heure, dans ces centres-là, à cette fréquentation estimée qu'on avait établie au moment de l'établissement de la campagne. Et puis, si on n'atteint pas ce quantum, eh bien, on va poursuivre la campagne. Et là, c'est quelque chose d'assez inédit et complètement innovant en France, dans notre média. Et puis, bien évidemment, l'efficacité, c'est aussi de se dire, quand la campagne a eu lieu, comment je m'assure de cette efficacité, comment je touche les gens. Alors, c'est intéressant tout ce qui a été dit tout à l'heure par Raphaël, parce que ce média qui est dans la rue, auquel on n'échappe pas, alors on pourrait se dire c'est un peu intrusif, mais c'est intéressant de comprendre, en fait, comment le citoyen qui se balade dans la rue le voit. Et on a développé toute une approche d'eye tracking pour pouvoir justement identifier comment le citoyen qui se balade son regard est attiré ou pas par la création. Et on arrivait à montrer, par exemple, qu'un panneau déroulant va recueillir 1 fois 6% plus d'attention qu'un panneau fixe. Le digital, c'est 2,4 fois l'attention qu'on peut avoir sur un panneau fixe. Et ça, c'est aussi une façon d'accompagner les marques dans leur choix et dans la manière de toucher le public. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit à propos du fait que finalement le DOH était le média qui avait le mieux profité du digital, là où les autres en ont plutôt pâti. Dans les autres médias, il y a l'inévitable télévision qui, elle, s'est aussi largement développée sur le digital, profiter du digital notamment avec les plateformes. Là aussi, avec un peu d'inquiétude du reste du marché, se disant que les plateformes allaient tout manger. Et puis, finalement, pas sûr. Et donc, Valérie, là aussi, le DOH, finalement, ce bon vieux DOH des temps romains, a encore son mot à dire. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez ? Ouais. Oui, en fait, c'est le seul média depuis... si vous regardez l'évolution des parts de marché publicitaires depuis 10 ans à peu près, si on remonte à 2011, c'est-à-dire globalement depuis le tsunami digital, on peut appeler ça comme ça, un vrai bouleversement. Le seul média qui résiste à la hausse, c'est la publicité extérieure. C'est quand même important de le rappeler, c'est le seul média à résister. Et en partie, effectivement, grâce au DOH. On l'a vu encore sur les derniers résultats des recettes nettes publicitaires du premier semestre. Quand la publicité extérieure est un des rares médias à progresser encore cette année, de 2,5 points, je crois, de mémoire, le DOH, c'est plus 15%. Donc, on voit bien que c'est le véritable driver pour nous de cette croissance, et c'est une très bonne nouvelle. J'ai en effet travaillé dans d'autres médias. C'est le premier média où on peut constater que l'apport du digital n'est pas dilutif au niveau de la valeur du média, mais au contraire relutif. C'est quand même extrêmement intéressant. C'est unique. C'est absolument unique, sachant que c'est pas fini. On n'en est qu'au début de ce média. C'est vrai en France et que c'est vrai dans le monde. C'est vraiment ce qu'il faut dire. On est là pour parler de la France, mais ce que tu décris, c'est également vrai dans le monde. Effectivement, aux États-Unis, c'est eux qui sont plus en avance oui. sur le DOH. Je crois que c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires de la publicité extérieure aux États-Unis est fait en DOH. Je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais
quand même, pour pas qu'on se répète déjà entre nous, parce que globalement, on va tous dire à peu près les mêmes choses, donc j'essaye de mettre un petit peu de relief. On va s'arranger pour que non. Mais c'est très bien d'ailleurs qu'on fasse tous à peu près la même chose. C'est très très bien. Le DOH, en 2022, au niveau monde, ça représentait 7 milliards de revenus publicitaires. En 2022, 7 milliards. En 2024, on s'attend à 14 milliards. En 2030, il y a des prévisions qui nous donnent 50 milliards de revenus publicitaires sur ce média-là. Autant dire que c'est là que ça va se passer. D'autant plus, et je sais que notre ami Stéphane Baudier va en parler, il y a quand même un vrai sujet sur les audiences nationales de l'ensemble des médias, même si on les aime, la télé, la radio, ils sont tous en baisse. Tous. Et particulièrement en télévision, c'est vrai que qui reste aujourd'hui le mass média, ça reste encore un média extrêmement puissant. Il n'empêche que si on regarde les durées d'écoute individuelles, notamment sur des cibles actives ou 25-49, très prescriptrices et très consommatrices, rendez-vous compte, depuis 2022, ils ont perdu un quart de leur audience. Donc, nous, on a quelque chose à jouer en ce moment. C'est maintenant que ça se passe, avec des choix technologiques, alors des choix de marché, c'est là où on bataille tous les uns contre les autres, d'abord, pour occuper les bons réseaux. Ensuite, et c'est là ce qui nous réunit, sur des bons choix technologiques. Et là où, mais je pense qu'on est tous d'accord, il faut maintenant qu'on travaille vers une audience unique, transparente, qui va nous permettre d'accélérer véritablement la digitalisation. Parce que pour l'instant, finalement, ce que vous voyez de la digitalisation, c'est principalement des supports, des écrans, mais tout ce qu'on va pouvoir faire demain, c'est-à-dire demain, quand je dis demain, c'est vraiment demain. C'est vraiment demain. C'est à partir de 2025, on sera, en tout cas de notre côté, on sera vraiment prêt, certifié. On va pouvoir avoir la même agilité que ce qu'ont apporté. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, les GAFAM ont quand même apporté un standard en termes d'achat des médias. Les agences s'en sont saisies et on peut les comprendre. C'est à nous maintenant de nous aligner sur les mêmes standards avec un gros avantage, c'est d'être un média public, dans la rue, sans adblocker. On ne sera pas concerné par les cookies tiers, au contraire, on devrait en profiter. Donc moi, je crois définitivement que c'est juste le début d'une croissance exceptionnelle. On peut rajouter d'ailleurs, Frédéric, qu'il y a un élément clé pour les annonceurs et leurs agences, c'est que c'est également le média qui protège le mieux dans le monde digital la brand safety. Et oui, ça, c'est essentiel. Et vraiment, quand on voit ce qui s'est passé, et encore une fois, malheureusement, dans le monde digital web, je pense que la profession est là mondialement, s'est vraiment saisie de ce sujet en se disant il faut qu'on puisse proposer dans le monde digital tout ce que l'on savait extraordinairement bien faire dans le monde du print. Et on y réussit, et y compris en programmatique. Et j'enchaîne, ne lâche pas le micro. J'enchaîne sur une autre qualité de ce média qui est sa force dans la bataille de l'attention. Parce que c'est quand même aussi, on ne cesse de le dire déjà depuis le début de cette conférence, c'est un média de masse, c'est un média auquel on ne peut pas échapper. Oui. Ça ne plaît pas à certaines personnes, mais peu importe. Oui. Donc, dans ce moment de fragmentation dont Valérie vient de parler, etc., il y a une carte majeure à jouer. Je pense que l'attention, l'industrie qu'on représente ce matin devant vous et nos entreprises finalement respectives, on a cette chance incroyable, c'est de justement pas être dans la guerre absolue de l'attention qui s'est bien sûr développée sur le web ou qui s'est développée à la maison, entre le nombre d'écrans existants et on parlait de la fragmentation de la société, mais c'est aussi la fragmentation des cellules, je dirais familiales ou de colocataires, quels qu'ils soient, où chacun est dans son petit coin, à ne plus, rarement, sauf pour les grands événements sportifs, voir ensemble. Mais cette bataille de l'attention qui se joue dans le web, qui se joue au domicile, on a cette grande chance d'être effectivement dans le monde de l'out of home, à l'extérieur, et ça pour nous c'est une chance où l'attention par le fait d'être dans l'espace public ou dans des espaces privés de transport ou de malls, etc., nous oblige à être très bon en qualité de ce que nous installons,
Très bon parce que effectivement, nous invitons dans les promenades et dans les déplacements des citoyens. Et donc, il s'agit à ce moment-là d'attirer l'attention, mais d'une manière, j'ai envie de dire, délicate et en préservant cette attention, en ne noyant pas. Et donc, tous les sujets de dédensification, par exemple, qui ont eu lieu pendant les 20 dernières années dans notre pays, c'est une bonne nouvelle. Qu'il y ait des réglementations, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a un espace public dans lequel l'attention peut être préservée et notre média qui n'a jamais été chercher les adresses IP des citoyens consommateurs, qui n'a jamais été chercher les datas privées, eh bien, est capable, grâce à la géolocalisation, grâce à la bonne contextualisation, dans un mall, dans un aéroport, dans une gare, le long du célèbre périphérique parisien, etc., etc., eh bien, nous sommes capables d'être justes et de faire que les marques soient pertinentes à ce moment-là de leur conversation, qu'elles soient d'ailleurs une marque, un État, une ONG, quiconque, et de pouvoir capter justement à la juste mesure l'attention. Justement, ONG et quiconque, il n'y a pas que des marques sur les panneaux, qu'ils soient digitaux ou pas. Et c'est aussi un média de la responsabilité. Encore une fois, c'est un média qui est assez mal connu. Donc, dès qu'il y a quelque chose de digital, c'est lumineux, donc ça consomme de l'énergie. Mais c'est pas si simple que ça, Boutena. Oui, c'est intéressant. En fait, notre média, il est concerné par les enjeux de responsabilité depuis très longtemps, mais je dirais, au-delà du fait qu'on l'a beaucoup dit, le média qui a un modèle économique unique dans le sens où il redistribue beaucoup, on est le plus contributif en termes de redistribution aux concédants et aux collectivités, etc. Au-delà du fait qu'on a pris tous ensemble des engagements depuis déjà très longtemps et on a une trajectoire et on délivre, il y a pour moi ce sujet de la responsabilité qui est lié au fait Isabelle le dit très bien, on est dans la rue, donc on a une responsabilité parce qu'on s'adresse à tout le monde. Et cette responsabilité, c'est aussi une énorme opportunité. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure par Raphaël, parce qu'en fait, on a l'opportunité en tant que média de faire émerger des récits communs nouveaux. Et on sait bien que la transformation de la société, qui est absolument nécessaire au vu des enjeux climatiques et des enjeux de ressources, eh ben cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle société, pour la faire émerger, on doit pouvoir collectivement avoir un imaginaire différent et une envie commune de faire autrement. On a presque besoin d'inventer une esthétique nouvelle commune. Et je pense que notre média il est très bien placé pour ça, parce qu'il s'adresse à tous, parce que tout en étant visible et finalement assez difficile à éviter, il n'est pas non plus intrusif, il ne vient pas dans nos programmes, il ne vient pas interrompre nos actions, et il est au vu et au su de tout le monde. La grande affiche qu'on a vue tout à l'heure avec le juif, le végan, le musulman, etc., qui sont à la même table, c'est extraordinaire ce que dit cette affiche-là, parce qu'elle dit on peut parler à tout le monde et on peut, à travers cette adresse à tout le monde, construire ensemble ce qu'on veut être le monde de demain. Et je pense que ce média a une responsabilité et une opportunité extraordinaire. Et il y a quelque chose que je trouve aussi important. Là, je parle d'un message un peu général. On peut parler des ONG, on peut parler de la parole publique ou des institutionnels. Mais je pense que ce sujet-là, il est aussi avec les marques. Et un média comme le nôtre, par exemple, il peut faire émerger, y compris des marques, oui, des entreprises à impact, des entreprises qui s'engagent pour même imaginer une consommation différente. Et je pense qu'on a tous ensemble cette opportunité, tout d'un coup, de faire émerger des petits acteurs qui nous expliquent comment on peut continuer à se faire plaisir, on peut continuer à avoir des produits qui font du bien pour la peau, pour nos cheveux. On parlait de shampoing tout à l'heure. Et ben, le shampoing solide, ça a été inventé par des petites entreprises. Et si on peut faire grandir ces entreprises par la puissance de notre média, à notre échelle, on contribue aussi à transformer le monde. On dit que du bien de ce média depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai, normal. Non, mais voilà, et c'est normal, on est un peu là pour ça. Non, mais c'est normal parce qu'il fait beaucoup de choses. Sur la granularité dont parlait Boutena, c'est extraordinaire de se dire que pour 1 000 €, 900 €, tu peux faire une campagne de communication extérieure parce que tu ouvres ta salle de yoga, parce que tu viens de lancer tes confitures locales à Périgueux, et ça, c'est quand même génial. Exactement. Mais encore faut-il le faire savoir. J'ai envie de poser la question à Olivier, parce qu'on est tous peut-être
pas tous dans la salle, je ne sais pas, mais en tout cas sur cette scène, évidemment d'accord avec cette idée. Mais ce que je disais tout à fait en introduction, c'est que c'est un média qui est puissant et connu de tout le monde, mais mal connu. Et Olivier, on en avait parlé quand on a préparé cette table ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Voilà. Comment est-ce qu'on... Bah oui. Oui, c'est vrai, on l'a vu, c'est un média qui est puissant, qui a des ROI qui sont très intéressants. Les annonceurs ne se trompent pas, ils le plébiscitent. On le voit bien, que ce soit donc les petits acteurs locaux ou les grandes marques nationales. Ces mêmes annonceurs d'ailleurs qui nous challengent sur des politiques RSE qui sont de plus en plus drastiques. On a quand même un média qui est ultra éco-responsable. On a tous des politiques RSE qui sont sur la décarbonisation, sur l'analyse des cycles courts, des recyclages. Enfin, on est toujours challengé sur l'écologie, sur l'économie aussi. On oublie souvent aussi la partie invisible de l'iceberg avec tout ce qui est taxes collectées, tout ce qui est redevances d'occupation et autres. On participe très souvent en fait aux équilibres des budgets des municipalités. Donc tout ça, c'est des choses qu'on oublie souvent. L'aspect sociétal aussi. Serviciel déjà avec quel meilleur exemple que les abribus en fait pour attendre les transports en commun à l'abri, ou encore l'aspect social avec les communications pour les associations de grandes œuvres comme Handicap International en ce moment, ou ONU Femmes, ou l'Institut du Sang. En fait, on est présent de façon sociétale, de façon servicielle, de façon économique et financière aussi dans les budgets. On est un acteur vraiment de la Smart City. On fait tout ce qu'il faut, et pourtant on a toujours cette image. Enfin, et encore, je trouve que ça change, parce que fondamentalement, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Je pense que cet aspect serviciel, je pense que tout ce qu'on fait sur ces communications culturelles et autres, c'est la bonne trajectoire. C'est juste qu'il faut maintenir ce cap. Il faudra toujours innover. Vous savez, nous, chez Giraudy, on a une petite équipe de comité de développement qui réfléchit une fois par mois à comment on va pouvoir adapter en fait nos mobiliers urbains et nos mobiliers d'affichage demain à la Smart City. Est-ce qu'il faut installer des défibrillateurs dans des zones spécifiques? Est-ce qu'il faut aider la pollinisation des abeilles en y installant des ruches? Tout ça, c'est des choses qui sont très challengeantes et sur lesquelles toutes nos entreprises réfléchissent. Donc, le savoir-faire, on l'a, c'est une évidence. Là où on a peut-être péché, c'est le faire savoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est sur la bonne trajectoire, moi je pense, et qu'il faut continuer à le faire savoir. Il faut continuer à communiquer lors des établissements de RLPE, tout ce qui est cette chasse aux panneaux de déprolifération. Il faut, à chaque fois qu'on rencontre des mairies, des politiques ou le grand public, faire savoir qu'en fait on est présent, on est dans le serviciel et qu'on participe activement à la Smart City. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ce qui a permis aussi la digitalisation, c'est que la communication extérieure, c'est ni plus seulement ni de la pub pour les marques, ni seulement pour les municipalités ou les causes, mais c'est devenu un média à part entière, un média d'information. Et c'est notamment... C'est mon tour. Voilà, c'est mon tour. Voilà. Oui. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les choses nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce qui se faisait par le passé en communication extérieure. C'est-à-dire que la digitalisation, c'est pas juste on a mis des écrans et on met un format vidéo. C'est quelque chose de fondamentalement différent. C'est qu'avant, c'était un secteur, sa culture, ses opérations, c'est un support publicitaire. Alors, ça finance plein de choses, mais c'est un support publicitaire, c'est pas un média de contenu. Et ce qu'apporte le digital dans l'outdoor, c'est que ça devient un média de contenu. Et du coup, on ne fait pas exactement tous la même chose à ce titre. C'est-à-dire que l'opportunité de prendre la parole et de s'exprimer directement auprès du grand public dans un contexte où nous, en tant que secteur, on a la chance d'avoir une audience très puissante, sans doute la plus puissante, le mass média le plus fort, le plus puissant dans sa distribution, et c'est une très grande spécificité. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et pour les 15 dernières années, parmi ce qui est le plus marquant dans les médias, c'est l'avènement des réseaux sociaux qui fondamentalement a changé la manière dont on communique tous les uns avec les autres. Il y a ce format qui s'est développé, d'un format court, d'un format vidéo, et d'un format court et vidéo qui a effectivement ce que disait Raphaël Lorca, c'est-à-dire c'est des médias communautaires, donc qui sont dans la fragmentation des audiences et dans la distribution des contenus et dans ce qu'on veut s'exprimer. Et nous, en digital, en outdoor, on a la convergence absolue de ces contenus-là, c'est-à-dire des contenus vidéo de 10 secondes, voire un peu plus longues,
ce sont nos formats. Et donc quand on s'exprime, et je parle de programmation éditoriale, je ne parle pas de publicité uniquement, la publicité elle vient financer, elle n'est pas finalement forcément au cœur de la programmation. Voilà, ça c'est un fait très marquant, et c'est pour ça notamment que ce format du social, les stories, des formats convergents que sont pour l'essentiel TikTok et Instagram aujourd'hui, s'envisage de pair avec notre propre programmation en digital, en outdoor. Et ça, c'est un levier très fondamental qui en est assez balbutiement, on s'en aperçoit pas forcément parce que c'est pas tant la manière de faire de ce secteur, d'autant plus qu'on est sur des capex et des cycles d'investissement longs. Le DOH, c'est long à déployer. Mais ça va venir et c'est un driver très puissant, que ce soit les villes, que ce soit un journaliste, que ce soit nous en tant qu'opérateurs. On se voit, nous, chez Phoenix, comme un opérateur de contenu, et on distribue nos contenus dans la rue en DOH, mais aussi sur TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux, qui représentent à peu près un tiers de notre audience. C'est un gros business pour nous. Ça, c'est la spécificité, et c'est, je sais pas, l'avenir. C'est prendre la parole dans un média qui n'est pas communautaire, justement, qui décloisonne ce que les réseaux sociaux cloisonnent quelque part. Donc c'est vraiment fondamental. Un dernier petit mot, Valérie, Non, je voulais juste compléter en fait la réponse à ta question en fait. Pourquoi en fait, malgré toutes nos vertus, vos qualités, vous êtes. Je pense qu'il y a deux raisons principales. Le contenu. Alors même si Phoenix effectivement a entamé une stratégie très dynamique sur du contenu. Effectivement, c'est ce qui nous différencie. Mais c'est pas un média, au sens, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'éditorialisation. Ah si, il y a des journalistes. Bon, ok. On va pas lancer le débat maintenant. Non, mais je dis ça pour les équipes, okay. parce que c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir travaillé dans la presse ou en radio, on a des programmes, on a des animateurs, on a des journalistes. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu as dit d'ailleurs, Sébastien, c'est qu'on est perçu comme un support publicitaire. Donc, à part les très bons journalistes de la presse spécialisée de la communication, peu s'intéressent à nous. Parce qu'on est un support publicitaire. Ça, à mon avis, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est qu'on s'en prend quand même plein la tête par pas mal d'activistes qui s'attaquent à des proies faciles, nous, puisque l'affichage, finalement, sa force et sa proximité, mais c'est aussi son principal défaut, puisqu'on peut le taguer, on peut le fracasser avec des battes de baseball. Ça nous est arrivé aux premières implantations d'écran. Bon, et ça fait beaucoup de bad buzz. À nous, après, de prendre la parole, mais c'est là où on a un problème de reprise de nos propos. Et enfin, il faut quand même le dire, c'est aussi un média, malgré toutes ses qualités, qui n'est pas fini. Pardonnez-moi l'expression. Au sens où le DOH, c'est quand même un média très jeune, une dizaine d'années globalement. On a encore beaucoup de choses à faire. Tout est lancé. Hein. On a tous initié des travaux, notamment des programmes d'études d'audience et aussi des indicateurs de ROI qui sont attendus, exigés par les agences médias et les annonceurs. Je pense que quand on aura fait tout ça, c'est-à-dire très bientôt, il me semble que les agences qui sont bien représentées ce matin et aussi nos amis les annonceurs devraient véritablement crédibiliser notre média avec une mise à disposition de moyens que nous n'avons pas encore proportionnellement. Eh bien, merci à tous. On a presque tenu le timing. Je vous remercie. Et puis, on va continuer à parler de la... Vous pouvez les applaudir.